Bonjour Véronique Messina, merci de nous accorder un entretien pour la chaîne YouTube Expatrié Cambodge. Tu es une spécialiste de l'ultra trail. Donc l'ultra trail, c'est donc une distance courue à pied au-delà du marathon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette discipline? Oui, donc merci de me donner l'occasion de parler de mon sport, qui est devenu une passion depuis une dizaine d'années. Donc on parle d'ultra trail quand c'est une distance supérieure à un marathon. Marathon, c'est 42 km, donc tout ce qui est couru au-delà de 42 km, on parle d'ultra distance. Et trail parce que c'est pas sur route, c'est sur chemin, donc ça peut être sur du plat ou en montagne, mais on évite tout ce qui est asphalte. Et tu as commencé comment? Comme ça, en disant, tiens, le marathon, c'est pas assez, je vais continuer un peu plus ou... Alors j'ai commencé en arrivant au Cambodge parce que donc je suis arrivée en 2012 au Cambodge et je courais des semi-marathons. Donc il y avait le semi-marathon de Phnom Penh, le semi-marathon de Siem Reap et le semi-marathon de Sihanoukville. Je me suis rapidement ennuyée parce que c'était des tours de piste, c'était pas très fun. Donc au bout d'un an de semi-marathon, j'ai regardé s'il y avait autre chose qui existait au Cambodge et la seule course que j'ai trouvée au Cambodge, c'était un ultra trail de 220 km en 6 jours. Donc parce que j'avais envie de changer de challenge, je me suis inscrite à cette course-là. Donc je suis passée de 20 km à 200 km par hasard. Les débuts n'ont pas été si faciles que ça. Il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dans la discipline, mais c'est comme ça que j'ai démarré. Donc en 2013, j'ai couru mon premier ultra trail. Ce qui me semble avoir vu au niveau du palmarès, tu as gagné 3 fois l'ultra trail de Siem Reap, je crois que c'est 128 km, il me semble. Oui. Catégorie femme, hein, j'entends, parce qu'il y a plusieurs, j'imagine, catégories. Oui. Mais quel entraînement, en fait, ça nécessite ce genre de discipline? Parce que déjà, un marathonien, bon, il faut quand même un entraînement particulier, un régime particulier. Là, on parle... je pense au désert d'Oman d'où tu reviens il y a quelques semaines, où tu as quand même couru 250 km dans un désert où il fait combien? 42, 45 degrés, non? C'était l'hiver, 30-35 degrés. Ah, c'était l'hiver, donc comme ici au Cambodge. Mais je veux dire, oui, il faut un entraînement particulier, une condition physique particulière pour faire ce genre d'exploit. Donc moi j'aime courir, donc tous les matins je cours 1 heure déjà au lever du jour. Et ensuite je vais aussi à la salle de gym pour me muscler. Je fais du vélo le week-end pour faire des sorties longues parce qu'ici je ne peux pas courir des longues distances, il fait trop chaud à partir de 7-8 heures. Je pense que ce n'est pas bon pour le corps de courir par cette chaleur. Donc mes entraînements c'est 1 heure à 2 heures de sport tous les matins en semaine et puis un peu plus le week-end avec du vélo. Justement, je reviens au dernier ultra trail, la Oman en fait. Pourquoi Oman? Parce que c'était sur une liste et je me suis dit, tiens... Alors, moi, je ne sais pas si je voyage pour courir ou si je cours pour voyager. Mais à chaque fois, je choisis des destinations que je ne connais pas, des terrains nouveaux. Avec les baskets, on peut découvrir... J'ai couru dans des endroits incroyables où je n'aurais jamais pu aller en tant que touriste lambda ou dans un bus faire ma touriste avec les autres. Et là, le fait d'avoir les baskets aux pieds et de partir pour 100 ou 200 km dans un pays inconnu, dans un terrain inconnu, dans des conditions climatiques inconnues, à chaque fois, c'est une découverte. Que la course se passe bien ou mal, c'est toujours un enrichissement personnel de découvrir ces endroits-là. Donc par exemple, j'ai vu aussi que tu avais participé à des courses au Vietnam, il me semble. Donc tu arrives au Vietnam, tu débarques, tu prends ton sac, la course commence et tu fais « Ah, on est là ». Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de repérage avant, il n'y a rien au niveau terrain, accident, etc. Alors quand il y a un décalage horaire ou quand il y a une question d'altitude, j'essaye d'arriver avant. Ok, oui. Quand c'est dans les pays voisins, non, je regarde le profil avant. On nous envoie le profil de la course pour savoir où sont les montées. Et puis non, là c'est les mêmes conditions climatiques. Donc la dernière fois au Vietnam, j'ai couru dans la région de Sapa et on partait à 8 heures du soir, je crois. Donc pendant une dizaine d'heures, on était dans la nuit et j'avais hâte de voir le paysage autour parce que les premières rizières, je les ai vues qu'à 6 heures du matin. Ah donc oui, c'était frustrant de savoir que j'étais à Sapa et que je ne voyais pas encore le décor. Après, voilà. Donc c'était un trail dans les environs du mont Fansipan, c'est Oui, ça? oui, Okay. c'est ça. Donc c'était à 100 km dans la région de Sapa. Quelle est l'ultra trail que tu aimerais faire en fait dans le monde que tu n'as pas encore Ah, ma liste de courses, elle est infinie et à chaque fois que je participe à une nouvelle course, je discute avec d'autres gens et ça me rajoute d'autres idées sur ma liste de courses ou de pays à découvrir. Quand j'ai commencé à courir donc, au Cambodge en 2013, j'ai fini la course mais c'était beaucoup trop dur pour moi, je n'étais pas préparée, je ne m'attendais pas à tant de difficultés pendant la course, mais c'était une course à étapes. Donc chaque matin, il fallait repartir en étant fatigué, en n'ayant pas bien dormi, en ayant mal aux jambes. Il fallait gérer entre les courses,
ses repas, soigner ses pieds. C'était beaucoup trop pour moi. Et à la fin de cette course-là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ces gens sont fous. Moi, je préfère des petites courses et c'est pas pour moi. Donc, il m'a fallu 1 an et demi avant de changer d'avis et de repartir sur une nouvelle course. Donc, au début, j'ai fait des courses identiques à ce que je pouvais trouver ici. Donc, je suis allée au Sri Lanka. Qui est un terrain aussi plat et humide, chaud. Et puis petit à petit, donc au Sri Lanka, ça s'est très bien passé parce que j'étais mieux préparée, je savais à quoi m'attendre. Donc après le Sri Lanka, en 2015, j'ai adoré ce challenge-là et j'ai commencé à chaque fin de course de m'inscrire pour la suivante. Et Sri Lanka, c'était quoi, le tour de l'île? Enfin, non, c'était aussi un 200 km en 6 jours. D'accord. Donc en fait, comment ça se passe un 200 km en 6 jours? Je veux dire, il y a des étapes définies ou c'est selon la capacité de chaque coureur à aller un petit peu plus loin? On a des étapes définies avec des camps où on se retrouve tous les soirs. Donc ces premières courses que j'ai faites, on ne portait pas le sac à dos, on portait juste les affaires de la journée et l'organisation transportait nos affaires d'un camp à l'autre. Il y a d'autres courses comme j'ai fait à Oman où on est en autosuffisance, où là il faut porter toute notre nourriture. Sac à dos, ouais, voilà, ouais. il faut porter le sac à dos pour 4 ou 6 jours. Donc là, on a un sac à dos de 7-8 kilos sur le dos. Pour les premières courses que j'ai faites, il faut simplement courir sur des étapes de, je ne sais pas, c'était 20 à 60 km. Et puis on campe le soir, où on est chez l'habitant, ou dans les pagodes, ou dans les monastères. On ne nous donne pas à manger, on apporte nos lyophilisés. Je pense que c'est pour éviter les problèmes voilà. Gastriques, on va mais dire. du coup, les premières courses que j'ai faites, j'avais l'impression de participer à Koh Lanta et c'était un centre aéré pour adultes, quoi. Ouais, non, j'imagine. Il me semble avoir vu dans ta collection de photos sur Facebook, alors je vais peut-être me tromper parce que j'ai pas vu de légende, tu es devant un monastère, ça me fait penser au monastère tibétain, c'est au Bhoutan? C'est au Bhoutan. C'est au Bhoutan, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. ouais. Et donc au Bhoutan, tu as fait un ultra-trail là-bas ou c'était... Oui, pareil, 200 km en 6 jours. Donc là, il y avait... J'habitais au Cambodge, donc j'ai eu froid. Oui, l'altitude, ouais, j'imagine. Voilà. Donc j'ai pas eu le mal de l'altitude, mais j'avais froid. Et c'était à quelle, enfin je veux dire, pour avoir une idée, c'était à quelle altitude ce trail? On est monté jusqu'à 3006. Ah oui, c'est déjà pas mal. On est démarré à 2000. Les terrains n'étaient pas très techniques. On a dormi. En fait, ce qui était incroyable, c'était on a dormi dans un monastère à 3600 mètres d'altitude avec les bonzes et les petits bonzes qui étaient à l'école ici. Et eux, ils vivaient là toute l'année. On a dormi avec eux. Il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, il n'y avait pas de chauffage. L'eau, c'était une fontaine dans la cour. Et nous, on était là pour une nuit et eux, c'était leur vie de tous les jours, quoi. Et cette particularité dans ce monastère-là, on a le droit d'être hébergé si on dispute une partie de foot avec eux. D'accord. Donc tous les ans, dans ce monastère, il y a une partie de foot entre les participants de l'ultra-trail et les bonzes. Ouais, donc j'imagine, c'est intéressant, là j'en reviens à ce que tu me disais, avec ce côté voyage et en fait partage en même temps d'endroits un petit peu paumés où tu ne pourrais pas aller en voyage traditionnel. C'est vrai qu'il doit y avoir quand même des rencontres qui doivent marquer dans beaucoup de pays. Hein. Et tu peux me donner une liste de pays auxquels tu as fait tu as participé, tu as fait des courses ultra-trail. Donc on avait parlé du Vietnam, le Cambodge bien entendu, Sri Lanka, le Bhoutan. Dans Oman, la région, récemment. oui, Thaïlande, Vietnam, Thaïlande Sud, Thaïlande, à la bordure avec la Malaisie. Ok. Ensuite, j'ai couru dans le désert de Gobi. Souvenir de course, c'était un 400 km en une seule étape. Donc jamais je me serais cru capable de faire une course comme ça, mais on m'a invité pour concourir, donc je ne pouvais pas dire non. Alors attends, désert de Gobi, 400 km en une étape, ça veut dire tu pars, tu as ton sac, ta boussole et démerde-toi au point B. On a 6 jours pour arriver. Wow. 6 jours, 6 nuits, parce que c'est jour et nuit. Et en cas de problème de foulure, etc., il y a une assistance médicale, j'imagine. Oui, donc on avait une balise GPS, des bases de vie, des points d'eau, c'était très très sécurisé. Ah oui, mais c'est quand même encore plus Koh Mais Lanta c'était plus Ah qu'une ouais. course, pour moi c'était une expédition là, c'était une chance incroyable que j'ai eu d'être invitée. Et désert de Gobi, c'est aride, enfin, je veux dire, c'est assez chaud. C'est il un me semble, désert quand même. froid. Et oui, c'est des grandes étendues. Après, sur 400 km, c'est très très varié comme terrain. Mais oui, je me rappelle de cette immensité, puis d'être seule avec une trace GPS et de relier des points. L'eau, c'était tous les 10 km, les bases de vie tous les 50 km. Donc l'étoile du berger, il ne faut pas la perdre de vue, celle-là, j'imagine. Donc c'est un souvenir incroyable. Donc le désert de Gobi, un désert froid, les déserts chauds, j'ai couru au Sahara, j'ai couru à Oman, j'ai couru dans le désert d'Ica au Pérou. Donc c'est un désert qui a la particularité, le campement était au pied d'une immense dune et de l'autre côté on avait les rouleaux du Pacifique. Donc quand on dort, on entend le Pacifique et on est au pied de la dune.
Donc, Et au Pérou, c'était quoi au niveau distance? Enfin, je veux dire, c'était pareil. c'était 160 km, c'était le half marathon des sables. Ok. Et Atacama, ils n'ont pas un trail là-bas? Si, il y a des courses en altitude aussi là-bas. J'imagine, ouais, c'est quand même un désert assez particulier. Je crois que c'est le désert le plus aride de la planète. Donc en fait, toi, tu es classé, il me semble avoir vu, parce qu'il y a un classement au niveau mondial qui est fait avec tous les athlètes, il me semble que tu es classé 477e, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, en fait, à chaque course, parce qu'Oman, tu as fini quand même 3e, ce qui est quand même une belle performance. Donc en fait, à chaque course, c'est comme un classement ATP pour les joueurs de tennis. Je veux dire, je pense que tu parles du ITRA, du classement ITRA. Ça doit être ça. Alors je regarde pas. Après, c'est vrai que je choisis pas. Il y a des gens qui choisissent leur course en fonction du nombre de points qu'ils vont gagner. En fait. UTMB. Ah, UTMB, oui, d'accord. UTMB, voilà. D'accord. Ok. Le Graal des trailers, c'est de participer à l'UTMB, le Tour du Mont Blanc, qui a lieu tous les ans fin août en France. Le Tour du Mont Blanc. Voilà, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ok. Et pour avoir le droit de s'inscrire à cette course-là, il faut gagner des points. Et donc les gens s'inscrivent à des courses qui leur font gagner des points, qui vont leur donner le droit de peut-être avoir la chance d'être tiré au sort pour cette course-là. Ah oui, donc c'est une course qui est un petit peu, enfin j'imagine prisée par beaucoup de gens, sachant que... Et en Asie, l'UTMB Chamonix a beaucoup de succès, donc c'est vrai qu'ils cherchent à avoir des points pour... Et j'ai cherché aussi récemment, donc les résultats de l'Encore Ultra Trail en fait ne sont pas encore parus sur Google. Bon, je pense que les gens qui ont participé évidemment savent ce qu'il en est. Tu as participé à cette version, la 2024, l'édition 2024? Alors non, parce que j'étais à Oman, mais j'ai participé à toutes les éditions précédentes. Donc l'Ultra Trail d'Encore, je connais par cœur. Voilà, donc alors je pense que c'était en 2016. Je me suis inscrite aux 100 km. C'était mon premier 100 km. Non, c'était le 128 km. Et c'était la première fois que j'allais courir plus de 100 km. Et c'était mon premier abandon. Et j'ai abandonné parce que je me suis mise à marcher. Donc après 100 km. Et pour moi, dans ma tête, si je marchais, c'est que la course était finie. Et j'ai appris après que en fait, l'ultra trail, il y a un moment où on se met à marcher. Et c'est le fait de, justement, quand on est épuisé, qu'on commence à marcher et qu'il faut aller chercher dans son intérieur pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à avancer. C'est là où l'ultra trail démarre en fait. Et c'est là où on retrouve l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'au bout d'un moment, on est tous épuisés. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc pour ce premier ultra trail où j'ai découvert que quand on marche, c'est pas fini. Donc j'ai abandonné et les années d'après, j'ai complété toutes mes 128 km. Après, c'est passé à la version 100 km. Et l'année dernière, donc j'ai terminé le 100 km en étant première devant les garçons aussi. Oui. Donc ça, c'est un podium où je suis assez fière parce que c'est pour montrer que l'ultra trail, c'est pas que des muscles et n'importe qui peut... Voilà, plus ça dure longtemps et plus c'est autre chose que le physique qui va faire la différence. Et une question peut-être un petit peu saugrenue, quel est ton pire souvenir durant un ultra trail? Qu'est-ce que je dis? Une fois où j'ai été blessée, j'ai eu des ampoules plein les pieds quand j'ai couru au Rajasthan, en Inde, où c'était un 250 km et peut-être pendant des heures, on marchait dans une rivière, donc les pieds ont macéré. Donc c'est la seule fois où j'étais blessée. Je savais que c'était pas grave, donc je marchais. Donc à chaque pas, on a mal. Bon, il faut se motiver autrement. Oui, si c'est au début de la course, c'est un peu... Ouais, c'était après 100 km. Voilà, il restait encore 24 heures. Donc du côté de Puchkar, Jaisalmer, dans ces coins-là. Oui. Okay. Donc tu arrives au Cambodge en 2000... Alors 2007 pour ma première expatriation et je suis revenue en 2012. D'accord. Donc en fait, le 2007, c'était un premier test. Je suis venue 2 ans, voilà. D'accord, oui, 2 ans quand même, ok. Donc 2012, on va parler vite fait, je veux dire, de ce que tu fais au Cambodge, je veux dire en 2 minutes. Hein. Donc je suis arrivée en 2007, puis 2012, je suis orthophoniste. Et je travaille avec la communauté francophone de Phnom Penh, donc avec les écoles françaises. Donc comment en fait as-tu rencontré Sandra de Playa Clara? Alors je l'ai rencontrée à Phnom Penh Accueil, qui est un groupe de café pour francophones qui se réunit une fois par semaine à Phnom Penh. Et je me rappelle, je l'avais vue à la télé chez Claire Chazal juste avant. Elle présentait donc son association Playa Clara, qui est un lieu de recueil pour les enfants défavorisés près de Phnom Penh. Et quand j'arrive à ce café rencontre, quand j'arrivais à Phnom Penh, je l'ai vu à ce café rencontre. Donc je l'ai rencontré comme ça. On a sympathisé. J'avais toujours eu en tête de faire quelque chose pour aider Playa Clara, pour allier le sport et l'humanitaire.
Je ne trouvais pas la bonne formule. Sandra était assez méfiante. Elle protège son association pour pas être envahie de personnes mal intentionnées. Et puis pendant le Covid, où je ne pouvais plus faire mes voyages course à pied, j'ai créé une course au Cambodge qui va de Kratie à Phnom Penh, 250 km, le long du Mekong, avec une arrivée à Phtea Clara. Donc au départ, c'était parce que j'avais besoin de faire un ultra pour moi. Et puis j'ai demandé à des amis en vélo de m'accompagner. Une amie coureuse m'a accompagnée. Et donc une première édition de 150 km long the Mekong s'est passée en 2020, donc pendant le Covid. Et c'était associé à une récolte de fonds pour l'ONG Phtea Clara. Donc, et tu arrives à trouver malgré tout quelques athlètes qui peuvent te suivre parce que je veux dire, c'est quand même particulier, hein. On n'est plus sur du 100 mètres haie ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens quand même au Cambodge, je parle au niveau coureur à pied, qui au cours des années ensuite, parce que l'édition s'est réitérée plusieurs fois. Maintenant, c'est la 4e année, oui. J'ai vu, voilà, donc en 2023, l'arrivée à Kingsville. Donc il y avait quand même pas mal de monde, hein. Donc, en plus, bon, les gens qui viennent courir la dernière journée d'Areksat à Kingsville, mais je parle, il y a un peu plus de monde peut-être à s'inscrire à partir de Kratie. Oui, hein. oui. Donc là, je vois que la course à pied commence à se développer au Cambodge. C'est vrai que le sport, c'est un luxe, et de passer son temps à faire une activité qui ne rapporte pas d'argent et qui est juste pour soi-même, c'est un concept qui était difficile à émerger au Cambodge parce que les gens doivent travailler pour vivre. Je pense que le Covid a changé beaucoup de choses aussi au niveau des habitudes des Cambodgiens. J'ai vu que le vélo avait pris avant la course à pied, donc je ne comprends pas pourquoi, parce qu'un vélo c'est très cher alors qu'une paire de baskets, on a besoin de rien pour démarrer, mais je pense que c'est plus fun, je ne sais pas. Donc le vélo a pris et là je vois que la course à pied démarre. Avec notamment un coureur cambodgien, Kim Kok, qui réunit, il doit avoir 4 ou 5 000 personnes qui le suivent sur Facebook. Et je pense que le fait, il fait beaucoup pour développer le sport, le trail au Cambodge. Donc il ne court pas forcément pour des médailles ou pour la vitesse, c'est vraiment pour prendre du plaisir à courir dans la nature. Et cette année, il y a eu 7 coureurs qui se sont inscrits pour la distance complète. Donc on peut s'inscrire pour le 250, on peut s'inscrire en courant ou en vélo. Donc en vélo, c'est une balade, n'importe qui peut s'inscrire. En courant, la première étape fait 75 km, donc c'est un challenge sportif pas négligeable. Et donc cette année, il y a eu 7 coureurs et ils ont tous fini les 250 km. Donc c'est en 5 étapes. Il me semble, j'avais discuté avec Alexandre, il me semble qu'il y avait des équipes mixtes, enfin mix course, vélo. Oui, donc le but, c'est pas... oui, c'est de faire la distance. C'est de participer et de s'amuser. Donc on peut s'inscrire en vélo, on peut s'inscrire en bike and run en partageant un vélo, on peut s'inscrire en courant, on peut changer d'avis pendant la journée, il n'y a pas de classement à la fin. Donc c'est une entraide entre les participants pour rejoindre Phtea Clara. Donc entre cette première année, donc tu as lancé la première édition en 2020 et 2024, on va dire qu'il y a de plus en plus de succès. Enfin, moi j'ai juste participé à l'arrivée, à prendre des photos, je veux dire, à Phtea Clara, mais j'étais quand même surpris en fait de tout cet engouement, de toute cette joie. En plus partagé avec les enfants, je pense qu'en tant que sportif, quand on va au bout de soi, parce qu'il y a quand même une recherche d'aller au bout de soi, de ses propres forces, et qu'on voit ce partage et ces gamins qui n'ont rien, enfin ça doit quand même toucher. Ouais, et puis le dernier jour était ouvert aux coureurs de Phnom Penh, donc il y en a qui nous ont rejoints juste pour le dernier jour. Dont notre ambassadeur, M. Paulet, voilà. d'ailleurs, qui est venu en vélo, magnifique. Ouais. Et puis, oui, on oublie tout. Dès qu'on arrive à Phtea Clara, on oublie toutes les douleurs, toutes les courbatures, tous les soucis qu'on a eus. Et depuis 2 ans à peu près, les enfants de Phtea Clara se mettent à la course à pied aussi. Maintenant, ça représente quelque chose. Pour eux, ils voient que le sport, c'est quelque chose de festif, de fun, qu'on peut s'amuser. Et donc, ils ont un entraînement tous les mois. Il y a quelqu'un qui vient les entraîner à la course à pied. Et donc, maintenant, ils participent aussi à la dernière journée. Et depuis cette année, Sandra a inscrit quelques enfants pour faire des courses dans Phnom Penh avec les coureurs. Donc les Khmers, donc des 5 km, des 10 km. Donc Sandra les accompagne à la course? Je ne sais pas. Je vais lui poser la question. Pas encore. Mais... Je vais lui poser la question. La prochaine édition qui va avoir lieu en décembre 2024, donc c'est toujours Kratie Phnom Penh ou tu n'as pas envie de pousser un petit peu sur Sambor, Stoon Trek? Parce que j'imagine que ça doit te trotter un peu dans la tête. Après, il faut plus de temps. Ouais.
Non, 250 km, c'est un bon format. Attends. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits au Cambodge, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des coins comme les Cardamones, ou je pense même au Bokor, bon, c'est un peu plus endurant parce que ce sont quand même des montagnes. Il n'y a pas des endroits où tu aimerais développer justement avec Alors, j'ai éventuellement plein d'idées pour le Cambodge. Le Bokor, je le fais souvent à l'entraînement. On part du bas de la montagne et on monte jusqu'au sommet, c'est 30 km avec 1000 mètres de dénivelé. Donc régulièrement, je fais des week-ends pour courir. Donc avec des amis coureurs de Phnom Penh, on part en week-end en minibus et on monte le Bokor. Et par curiosité, il faut combien de temps à courir là, du Bokor Là, 3 heures. Après, j'ai couru à Chipat dans les Cardamom avec des amis. Ok. Là, j'ai des amis qui font du vélo, qui me repèrent des parcours. Après, le Cambodge, pour se déplacer, c'est compliqué. Ça ne rentre pas sur un week-end, donc il faut poser des vacances ou il faut avoir un bon GPS, il ne faut pas avoir peur des chiens. Oui, ça c'est le problème, moi, des chiens errants, et j'ai des fois ce souci aussi dans des villages où on ne sait jamais trop à qui appartiennent les animaux, et surtout si tu te mets à courir. C'est un peu le souci. Donc l'Ultra Trail d'Angkor, c'est une bonne formule parce que pendant 100-128 km, on est dans la campagne avec du balisage, c'est sécurisé, c'est super parcours pour découvrir le Cambodge jour et nuit parce qu'on passe une nuit. Oui, puis il me semble que l'Ultra Trail d'Angkor, en fait, il y a beaucoup de participants parce qu'il y a du 8 km, il y a du 20, il y a un marathon, etc. Donc c'est-à-dire il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut participer. Ouais. Et là, cette année, il y a il me semble plusieurs milliers de participants. Oui, 1000, 1200. Ce qui est quand même énorme, parce qu'il est bien en même temps pour la ville de Siem Reap au niveau business. Donc en fait, le Cambodge, tu comptes y rester ou tu penses repartir en France ou aller dans un autre pays? Tous les ans, je me dis encore un an, parce que je me sens bien ici. J'ai trouvé un bon équilibre entre le sport le matin et mon travail l'après-midi. Je peux voyager facilement. Donc oui, je ne me suis jamais dit que je m'établirais ici à long terme, mais ça fait plusieurs années maintenant, et voilà, encore un an. Et pour cette année, donc qu'est-ce que tu as de prévu comme ultra trail? Donc là, je vais faire le tour de l'île de Minorque au mois de mai. Donc c'est 185 km en une étape. Donc c'est plus de 24 heures, hein. Je crois que c'est 37 heures, je crois, la barrière horaire. Okay. Et ensuite, mon challenge actuel, où j'ai eu un abandon l'année dernière, c'est au Ladakh, en Inde. Encore plus en altitude, ça voilà. aussi. Hein. C'est une course qui s'appelle High Five, c'est 5 marathons en 5 jours à 5000 mètres d'altitude. Donc il faut une préparation quand même physique. Voilà, donc l'année dernière, j'ai participé à la course et j'ai abandonné après mon deuxième marathon à cause du mal de l'altitude. J'étais malade. Le chorizo en Amérique du Sud. Non, mais c'est même dangereux au niveau pulmonaire. Ouais, j'ai été malade à 4900 mètres, donc je suis passée par la caserne militaire et il a fallu que je redescende. Et je voudrais faire mieux cette année, donc j'y retourne en essayant de m'acclimatiser plus haut. Je suis en train c'est mon challenge actuel. Je voudrais pouvoir finir cette course. Il n'y a encore aucune fille qui a fini cette course. Je pense que c'est possible. Oui, il ne doit pas y avoir beaucoup de participants sur... Non. La différence entre des courses comme ça en Inde, où on est 10-15 participants, et l'UTMB, où il y a des centaines et des milliers de participants, moi j'aime bien cette ambiance familiale où on connaît les organisateurs, on discute avec eux, on garde un lien pendant toute l'année. Les courses UTMB marketing, c'est du business. On paye une inscription, les dossards sont de plus en plus chers, c'est anonyme. Bon, il faut ça parce que le sport se développe et c'est bien parce que de plus en plus de gens participent à ce genre de course. Mais ce n'est pas forcément ce que je recherche dans mon sport. Alors, je voudrais revenir vite fait là, sur une chose. Quand tu me parles, c'est une étape. Donc une étape, c'est-à-dire que chacun doit parcourir la distance. Donc en fait, il n'y a plus de points bivouac. Je veux dire, voilà. Chacun s'arrête où... Donc on a des points d'eau et des points de ravitaillement. Ok, mais donc ça peut t'arriver d'être seul à un point parce que les gens ont été plus loin ou sont derrière. Ah oui, je cours souvent seul et d'ailleurs je préfère courir seul. Okay. Sauf à Gobi où là j'étais à mi-parcours, j'étais en binôme avec un sino-malaisien. Ça c'était utile pour les 200 derniers kilomètres. Mais sinon je préfère être seule. Parce qu'on rentre dans sa bulle, si on avance, même si on avance lentement, on est toujours dans le processus on va y arriver. Donc un peu de musique dans les oreilles ou rien, juste... J'ai arrêté ça maintenant, j'ai commencé ça. À écouter Alors je peux le prendre maintenant. Maintenant j'essaye de faire au plus simple. Parce que pour la musique, il faut les fils, il faut les batteries, il faut
Donc j'essaye de faire au plus simple Et maintenant. puis c'est un poids supplémentaire. J'imagine que tout est quasiment calculé au gramme. Quand on doit Sur ce porter genre son d'épreuve, sac quand en tu as le auto, sac à dos, ouais. tu dois te maudire en disant mais pourquoi j'ai pris cette chose Ouais, ouais. plutôt qu'une autre. Alors j'ai toujours cette phrase en tête quand je prépare mon sac, on dit qu'on transporte nos peurs. Donc au début où j'ai commencé ces courses-là, mon sac était beaucoup trop lourd parce que j'avais peur d'avoir faim, je prenais trop à manger, j'avais peur d'être malade, j'avais trop de médicaments, j'avais peur d'avoir froid, j'avais trop de vêtements, j'avais peur de ne plus avoir de piles, donc j'avais trop de batterie. Donc maintenant, petit à petit, j'épure. Et quand on porte, j'allais dire vulgairement, sa misère sur le dos, on fait là, Ouais. ça commence à être un peu... Mais avec l'expérience, voilà, le sac s'allège un peu. Non, non, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter particulièrement Juste que l'ultra trail, c'est un sport ouvert à tout le monde. Il suffit d'aimer courir parce qu'on court quand même des heures à l'entraînement, mais c'est pas surhumain. C'est simplement, si on aime ce qu'on fait, on peut aller au bout d'un challenge qu'on s'est fixé et on se surprend soi-même. Et oui, je m'épanouis dans ce sport-là parce que j'atteins mes objectifs, je découvre des pays, je découvre des gens. Donc c'est un formidable moyen oui, un bon équilibre pour une vie. Donc je peux mettre dans la description YouTube éventuellement ton contact si quelqu'un souhaite avoir des renseignements concernant Oui, l'ultra bien trail, sûr. parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Cambodge qui doivent pratiquer cette discipline de manière Bien sûr. aussi accrue que toi. Ok, ben Véronique, je vais te souhaiter une bonne continuation et puis une réussite dans tous tes projets et puis Merci. peut-être à une prochaine fois devant les caméras de nouveau. Merci. Bonne journée, au revoir.